Je vais vous présenter cette approche qu'on a appelée les Sparkle microservices. Le terme microservice, c'est plus une analogie qu'autre chose. L'idée était d'avoir des espèces de petits Sparkle endpoints qui colleraient à l'idée des microservices, d'unités self-contained, très indépendantes les unes des autres, facilement déployables, etc. Et d'appliquer ça au cas des API web et de donner un moyen assez léger pour accéder à des API web en Sparkle. Donc l'idée de départ de ce travail, c'est un constat tout simple, c'est le fait que les API web, c'est l'un des moyens, sinon le moyen le plus utilisé pour partager de la donnée sur le web. Euh, Pas seulement partager de la donnée, d'ailleurs, c'est aussi interagir avec les données. Enfin, il y en a beaucoup qui permettent de consommer de la donnée, mais beaucoup aussi qui permettent d'aller modifier votre compte, d'interagir avec votre compte sur YouTube, sur Facebook ou n'importe quel service. Et ce qui permet le déploiement d'applications tierces basées sur un service comme celui-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, enfin, qui a montré son efficacité. Je veux dire, c'est aujourd'hui sur programmableweb.com, là, dernière fois que j'ai regardé en janvier, il y avait pas moins de 24 000 API web enregistrés, listés là-dessus. Donc c'est quelque chose de massif. Ça marche très bien. Ça a quand même un certain nombre de limitations dans la pratique. La première, c'est que la plupart du temps, la documentation de ces API web, elle est faite dans des pages web qui sont essentiellement faites pour des développeurs. C'est-à-dire, c'est des trucs qu'on va lire, c'est fait pour des humains, mais c'est pas machine processable. À part quand on fait des spécifications d'API du type OpenAPI ou anciennement Swagger, mais même là, ça reste, bon, ça reste une description syntaxique qui est généralement basée sur des formats standards, qui sont la plupart du temps JSON, XML pour les plus anciennes, on va dire. Mais malgré tout, voilà, vous savez bien ce qu'il en est. La sémantique de cette description, elle est absolument pas explicitée. Donc on a en fait un vocabulaire propriétaire, qui est un vocabulaire qui est, en l'occurrence, si c'est un document JSON, chaque champ de JSON a une signification qui est documentée dans une page web, mais qui n'est pas du tout explicite. Donc, sémantique explicite, c'est ce que je viens de dire. Les ressources qu'on manipule à travers ces API, elles sont généralement un identifiant interne. Si vous êtes sur Spotify, chaque musique va avoir un identifiant interne chez Spotify et chez YouTube, un identifiant interne. Il n'empêche que vous n'avez pas nécessairement de lien, enfin d'URI pour désigner une musique chez Spotify ou une vidéo chez YouTube. Vous avez une page web, l'adresse d'une page web qui n'est pas nécessairement la même chose qu'une URI. Et puis, tout ça, ces API nous donnent une vue qui est uniquement une vue partielle sur un ensemble de données qui est quelque chose qui est caché dans le back-end, ce qui est le but, hein, d'ailleurs, c'est normal, mais ça veut dire que ça nous donne une vue qui est pas du tout celle qu'on pourrait avoir si on fait du lifting de données depuis une base relationnelle ou sur une base relationnelle, on dispose de SQL comme langage riche d'interrogation et on peut faire un peu ce qu'on veut sur la base. Là, c'est pas du tout le cas. On est contraint à des services qu'on peut considérer d'une certaine manière comme un langage de requête, mais qui est un langage de requête avec une expressivité quand même extrêmement limitée et contrainte. Du coup, enfin, ces limitations-là, elles ont plusieurs impacts. Je vais en citer deux, il y en a sûrement d'autres, impacts ou inconvénients en tout cas. C'est que quand on écrit une application dont le but est de faire de l'intégration de données en récupérant des infos ou en interagissant en tout cas avec plusieurs API web à la fois, ça devient vite assez lourd à développer parce qu'on est obligé de faire un connecteur pour chaque API. Et puis, et encore, c'est pas tout. Une fois qu'on a fait ce connecteur, si on fait de l'intégration de données, ça veut dire qu'a priori, ces API, elles parlent plus ou moins des mêmes choses et que du coup, on va être obligé de câbler un peu manuellement à l'intérieur de l'application le fait que tel champ dans telle API correspond à peu près à tel autre champ dans telle autre API. Et ça, on n'a pas vraiment de moyen de l'automatiser. Deuxième inconvénient, quand on fait de l'intégration de données et qu'on se dit, du coup, les API web et le monde du link data, un peu le même combat finalement. C'est-à-dire, toutes ces choses-là sont faites pour exposer des données
publiquement, sous licence ouverte ou pas, mais bon, en tout cas, publiquement. Donc, quand on veut faire de l'intégration de données qui va s'appuyer à la fois sur les deux mondes, ben, là, c'est pire. D'un côté, on a les connecteurs avec le problème que je viens de décrire, et puis de l'autre côté, on va faire du Sparkle, où on va déréférencier des URI, dont on va récupérer un contenu RDF, etc. Donc c'est faisable, mais enfin, on a quand même pas mal de glu à mettre entre deux pour faire cohabiter, pour faire collaborer tout ce monde-là. Donc l'idée des Sparkle microservices, il part de là, c'est-à-dire de dire, est-ce qu'on pourrait, puisque nous, on a tout ce qu'on est là, on a quand même un fort biais pour le monde du web sémantique, on va dire, c'est un euphémisme, est-ce qu'on pourrait s'appuyer sur ces technos-là pour intégrer des données qui sont issues des API web en les accédant via Sparkle? Donc l'idée, ça va être quelque chose d'assez simple, hein. On va avoir un client Sparkle qui interroge quelque chose qui ressemble à un Sparkle endpoint, presque classique. Ce Sparkle endpoint, donc qui est un Sparkle microservice, il va, à partir de la requête, il va construire une requête à l'API web qui va être typiquement une requête HTTP GET où il passe des paramètres. Il va récupérer une réponse qui va transformer en RDF, évaluer la requête d'origine, donc la requête du client, il l'évalue sur le graphe qui a été produit et il renvoie la réponse. Donc, somme toute, quelque chose d'assez simple. Le Sparkle microservice, ici, c'est un médiateur entre un monde RDF Sparkle d'un côté et un monde JSON, la plupart du temps JSON en termes de format de représentation de données, et puis en termes ici de requêtes, bah, ça va être des URI HTTP GET ou POST, quoi. Globalement, c'est ça. Donc, si on résume, en fait, on peut dire, alors juste une chose quand même, il y a les Sparkle microservices diffèrent des Sparkle endpoint sur un point, c'est qu'en fait, ils attendent quelque chose de la requête. C'est-à-dire, ici, on suppose que pour requêter Twitter, je veux faire une requête à Twitter sur des mots-clés. Sur des hashtags. Donc, je suppose que ces mots-clés, je dois les avoir reçus de la requête cliente. Donc, finalement, ce n'est pas un Sparkle endpoint classique parce qu'il attend une requête Sparkle qui va contenir des choses, ou en tout cas une interrogation qui va contenir des paramètres d'entrée. Finalement, c'est ça que ça veut dire. C'est un service qui attend des inputs. Et du coup, on peut considérer que c'est pas exactement un Sparkle endpoint, mais un Sparkle endpoint configurable. Et configurable de quelle façon? Par les arguments qui vont lui être passés via l'invocation de ce service. Et c'est ces arguments qui vont dessiner le périmètre du graphe virtuel qu'on interroge, puisque le graphe, le graphe, il est jamais complètement matérialisé, on est vraiment dans un mode réécriture, mais ce graphe virtuel, en fait, on va en matérialiser une petite partie, et cette petite partie, elle est délimitée par les paramètres, les arguments qu'on a passés au service. Et il y a deux façons de passer des arguments à un Sparkle microservice. La première, qui est assez simple, c'est dans l'URL du endpoint. Donc, vous voyez ici, j'ai l'URL de mon endpoint ici, qui est, donc, on suppose que je vais interroger l'API de Flickr pour récupérer des photos à partir de tags. Et ici, je rajoute un paramètre qui dit les tags qui m'intéressent, c'est bridge, voilà, tout simplement. Et du coup, le Sparkle microservice va se débrouiller pour récupérer cette valeur et faire l'interrogation à l'API Flickr. Et ensuite, je soumets au Sparkle endpoint une requête Sparkle standard. Voilà. Deuxième façon d'invoquer un Sparkle microservice, ici, le endpoint et l'URL du endpoint ne change pas, c'est toujours la même, c'est-à-dire là, on est beaucoup plus dans la logique Sparkle habituelle. Par contre, ce qui change, c'est que le service va attendre quelque chose de particulier dans le graph pattern de la requête. Et ici, il va s'attendre à trouver au moins un triplet avec schema keywords, et puis il va récupérer les valeurs qui sont là. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais vous m'interrompez quand vous voulez. Hein, on peut vraiment faire ça dans un mode discussion. N'hésitez pas, ne me laissez pas faire une présentation fleuve, comme on va dire. Donc, si je rentre un tout petit peu plus dans le détail, j'ai mes trois éléments, là, mon client, le Sparkle microservice et l'API que je veux contacter. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, dans le premier cas, je passe les paramètres sur l'URL du service. Donc, c'est le paramètre, c'est tag, et la valeur ici, ça va être bridge. Donc, je soumets ça à mon microservice. Le microservice va récupérer cette valeur, bridge,
et construire la requête qui va bien vers l'API Flickr. Donc ça, pour construire ça, je n'ai pas d'autre choix que d'aller consulter l'API web pour savoir que je dois passer des paramètres méthode, des paramètres format, per page, tags, etc. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est celui-là en particulier. L'API va répondre une réponse qui est en l'occurrence du JSON, parce que ici j'ai demandé un JSON. Il transforme cette réponse JSON en un petit graphe qui est centré sur des photographies. Donc en gros, je représente des ressources qui sont des photos d'un certain type, etc. Et puis j'évalue la requête. Voilà, j'évalue la requête de mon client sur ce graphe, et le résultat que je rends, c'est ça. C'est l'évaluation de la requête sur ce graphe. Si je suis dans le deuxième cas, qui est l'interrogation, enfin le passage des paramètres via le graph pattern, c'est quasiment la même chose. La seule différence, c'est qu'ici, l'URL du endpoint est standard, mais par contre, c'est ça qui est utilisé par le endpoint, par le service, pour aller récupérer les paramètres qui m'intéressent pour appeler l'API web. Donc là, on est vraiment dans un rôle de médiation. La partie un petit peu technique, finalement, ça va être ce qui se passe au moment où on passe entre cette réponse JSON et le graphe qui est ici. Donc c'est vraiment cette phase de lifting. Et cette phase-là, ouais, je peux t'interrompre 2 secondes je t'en pour prie. comprendre comment ça fonctionne. Donc là, en fait, le endpoint que tu requêtes, example.org, Flickr, get photo by tag SD, c'est un endpoint que toi, tu mets à disposition. Ouais, ça, c'est moi qui l'ai publié. Ouais. C'est toi qui le publie. Donc, en fait, le service get photo by tag, c'est toi, en fait, qui l'as précodé pour dire comment tu vas transformer ta requête select, finalement, en requête rest. Ouais, exactement. Exactement. C'est en fait, enfin, requête select ou pas, en tout cas, une requête Sparkle, que ce soit un select ou un construct, peu importe, hein, c'est un Sparkle endpoint, donc il supporte tout Sparkle. Mm. Mais c'est la configuration du service qui permet de dire comment on récupère les paramètres, soit dans la requête Sparkle ici, soit sur l'URL, et Ouais. comment on transforme ça en une requête à l'API. Donc là, concrètement, il y a 2 solutions. Le mode simple, quand on est dans ce cas-là, c'est un bête fichier de configuration tout simple qui tient en 2 lignes, qui donne Mhm. la liste des paramètres attendus et la façon dont on construit l'URL de la requête à l'API en passant ces paramètres. Et pour tout ce qui est authentification, comment tu gères ça? Alors, pour l'instant, alors là, je ne suis pas rentré là-dedans. Par contre, l'authentification, ça peut se passer de différentes façons. J'ai déjà eu des cas où j'utilise, donc on peut configurer en plus de l'URL toute simple, on peut configurer plusieurs choses. Alors, soit l'API attend une clé, souvent c'est comme ça que ça marche, on a une clé privée, et dans ce cas-là, la clé privée, je vais la passer dans la requête qui est ici, comme un paramètre supplémentaire. Soit c'est un petit peu plus compliqué et je peux dire dans la configuration que je passe des headers HTTP supplémentaires. Donc j'ai un exemple comme ça, c'est l'API de Encyclopédie of Life qui demande de passer un header HTTP de type authentication, et la valeur c'est un token de points et une chaîne alphanumérique. Donc on a différentes façons de gérer l'authentification, soit sur l'URL, soit en passant des headers HTTP. Il y a peut-être d'autres solutions auxquelles je ne me suis pas encore retrouvé confronté et qui nécessiteraient un peu de développement. Je ne dis pas du tout que tout est compris là-dedans. Et le mapping de la réponse en graphe, en fait, c'est aussi quelque chose que tu fais que tu passes dans la conf pour dire comment récupérer le champ title d'une photo, par exemple, Ouais. pour le transformer. Alors en fait, ça va se passer en 2 étapes. C'est là que j'y arrivais. Du coup, le Sparkle microservice, il a une configuration qui est celle dont je parlais à l'instant, qui est dans le mode le plus simple, c'est vraiment un config.ini qui contient 2 lignes. Et ensuite, la transformation du résultat. Donc, le développement que j'ai fait, il s'appuie sur il fonctionne avec des API qui retournent du JSON. Malgré tout, on a des moyens de se débrouiller avec des API web. On a déjà eu le cas. Avec des API qui retournent du XML.
Mais donc, dans le cas droit, on récupère une réponse JSON. La première étape naturelle, on va dire, qui est de se dire, bah, puisque c'est du JSON, je vais mettre un contexte JSON LD au début de ça, et puis ça me donne un contenu RDF. Donc, c'est la première étape, en fait. Je fournis un fichier. En plus du fichier de configuration, j'ai un premier fichier qui s'appelle profile.jsonld, et ça, c'est un profile qui me permet de transformer le JSON en RDF. Alors, ici, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire ça peut être quelque chose d'assez riche qui va renommer des champs en prédicat RDF, etc. Ou ça peut être quelque chose d'hyper basique qui dit, eh ben, tous les champs JSON sont résolus dans time namespace, et je fais un espèce de mapping direct ad hoc, c'est-à-dire je vais récupérer un document RDF dans lequel mon vocabulaire n'est pas vraiment quelque chose qui existe, c'est pas une ontologie existante, mais j'ai un truc tout basique. Donc on peut déjà dans cette première étape, on a pas mal de latitude, c'est-à-dire on peut faire un mapping intelligent ou un mapping tout bête. Dans tous les cas, JSON-LD n'est pas forcément suffisant pour faire tout ce dont on a besoin quand on fait du mapping. Il est bien quand on veut renommer un champ JSON vers une propriété RDF. Quand on veut faire de l'agrégation de plusieurs valeurs pour en faire un nœud blanc, etc., ça devient tout de suite un peu plus compliqué. Et JSON-LD n'a pas forcément une expressivité qui va suffire pour faire ce genre de truc. Du coup, optionnellement, on a une deuxième étape qui est un construct. Et en fait, le construct, c'est un troisième fichier qu'on peut provisionner avec le service qui dit, ben, à partir de la représentation RDF qui est issue de ce contexte JSON-LD qui est là, je vais rajouter par là-dessus un construct, et ce construct, il va produire la représentation finale que j'espère obtenir. Et du coup, c'est plutôt là qu'on va faire le travail de mapping vers des ontologies de domaine et enfin, voilà, tous les vocabulaires qu'on veut utiliser. Mais il reste optionnel, c'est-à-dire il y a pas mal de cas où on peut tout à fait s'en sortir avec juste un profil JSON-LD. OK? Ok. Et donc, ce qui se passe par derrière, j'ai un CoreS qui tourne. Et en fait, ici, quand j'applique le profile JSON-LD, je crée un petit graphe temporaire. Éventuellement, je rajoute le construct par là-dessus. Et la réponse que je vais produire, bah, c'est la réponse de mon construct, quoi, tout simplement. Donc, Et donc, sur ce graphe temporaire qui est stocké dans CoreS. donc, si je comprends bien, finalement, tu ne stockes pas les réponses de tes API plus que le temps de faire ce mapping. Toi, en fait, le but, c'est de pouvoir interroger tous les Ouais. microservices à la volée, mais donc il n'y a pas d'inférence possible. Pas d'inférence, faut voir. Bonne question. Est-ce qu'on pourrait Là, précharger directement, je te dirais non. Pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, je me demande si on pourrait pas configurer CoreS pour rajouter de l'inférence par là-dessus. C'est sûrement faisable. Ouais, question intéressante, effectivement. Mais du coup, tu ferais de l'inférence que sur les résultats de ta requête, puisque les autres requêtes n'étant pas Ah stockées, oui, ah oui, oui, tu par ne pourrais pas contre, faire de lien avec non, d'autres effectivement, résultats. on est vraiment dans un cas où on matérialise strictement les données dont on a besoin pour répondre à la requête et pas le reste. Donc c'est absolument pas une approche qui permet de faire du raisonnement sur un gros graphe où tu vas comment dire, faire une complétion de toutes les relations classe sous classe, etc. C'est effectivement pas du tout l'objet, mais de la même façon que tu peux pas le faire dans une approche du type on top qui fait de la réécriture de Sparkle vers SQL. C'est pareil. Éventuellement tu fais du raisonnement au moment de la réécriture ou au moment de la production du résultat pour cette requête, mais en tout cas, tu ne disposes pas d'un graphe matérialisé complet qui représenterait l'ensemble des données sur lequel tu peux faire des raisonnements massifs. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. Par contre, ce qui ne t'empêche pas, encore une fois, hein, de pouvoir raisonner localement sur le graphe que tu as produit en se basant sur la réponse de l'API, qui peut être relativement gros, hein. Enfin, là, l'exemple que je donne, ça va être sur quelques photos, par exemple, de Flickr ou sur une vidéo, etc. Dans la pratique, on peut avoir des choses un peu plus grosses que ça. C'est vraiment une question de choix. C'est-à-dire, la façon dont je l'ai imaginé, c'est plus qu'un Sparkle microservice serait focalisé sur obtenir des infos sur
quelques ressources, une ou quelques ressources, mais pas quelque chose de très massif. C'est pas un truc qui est fait pour gérer des millions de triplets à chaque requête. Ouais, Il bien sûr. n'empêche que on peut faire des choses relativement importantes. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça reste vraiment une question de choix. Donc on peut générer quand même un graphe assez gros à chaque fois. Il y a un truc que je n'ai pas dit, mais au milieu, là, j'ai un système de cache aussi. Donc, j'ai une base, en fait, c'est un MongoDB que j'utilise comme cache pour les réponses que j'obtiens des API web. Et donc, je peux dire, ben, le cache, je donne selon le type d'API. J'ai une durée de vie pour chaque document du cache qui peut être d'une heure ou de 1 mois. C'est configurable, évidemment. De toute J'ai une façon, question. Oui. vu que tu utilises un Sparkle Construct, a priori, tu n'as pas besoin d'inférence puisque tu peux faire tes inférences Alors, elles peuvent être faites directement là-dedans dans le aussi, construct. ouais, effectivement. Après, on peut séparer les choses. On peut se dire que l'inférence, elle va être faite à partir de l'ontologie et que on n'a pas envie de coder ça dans le construct. Donc, on pourrait imaginer qu'il y a une étape entre on applique le profil et le construct et qu'une étape supplémentaire serait de raisonner sur l'ontologie pour saturer le graphe qu'on a produit ici. Ça pourrait tout à fait être faisable. Ça demanderait juste un peu de développement, mais franchement, ce n'est pas un gros obstacle, je pense. Il faudrait pouvoir charger une ontologie avant, enfin, au Ouais, démarrage. mais Dans le Cores, quand le Cores l'utilise. le Cores qui est là, il est démarré avec. Voilà, on peut lui charger un certain nombre d'ontologies au démarrage, quoi. Ça, c'est pas un souci. Ça, c'est déjà prévu ou il faudrait le faire? De charger des ontologies, c'est pas le cas, j'en charge Ok. pas, Pour l'instant, mais c'est pas le cas, mais il n'empêche que quand je le charge, en fait, quand je le démarre, je lui charge un certain nombre de trucs déjà. Donc ça, c'est de la configuration de Cores, tu sais, où tu dis oui, au voilà. démarrage, voilà. Ça Donc reste la c'est config. juste un truc à rajouter dans sa configuration. Ouais. En Ça, fait, dans la pratique, donc je vous ai pas encore tout dit, mais il y a les microservices, on peut les configurer dans un mode tout simple avec un betconfig.ini, ou on peut les configurer dans un mode un peu plus élaboré avec un graphe qui décrit le service. Et dans ce cas-là, on fait des choses et on raisonne un peu sur ce graphe, je vous en parlerai plus tard. Et dans ce cas-là, les graphes qui décrivent les services, ils sont chargés au démarrage de Cores. Donc en fait, voilà, j'ai déjà des trucs qui se chargent au démarrage de Cores pour décrire les services. Au passage, je pourrais charger les ontologies qui m'intéressent. Voilà. j'avais une deuxième question, Ouais. c'est la pagination sur les appels API. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui permet de gérer ça? Parce que Non, c'est ça un peu une plaie, ça. c'est dans mes to-do. D'accord, ouais, ok. C'est une issue ouverte sur le GitHub. Très bien. Donc effectivement, ça fait partie des trucs. Ouais, effectivement. Assez souvent, les API fournissent un moyen de paginer les résultats. Tu donnes une taille de page et tu dis je veux la 12e page de 100 résultats. Voilà. Donc ça, effectivement, je ne l'ai pas encore implémenté. Ok. Alors, pour continuer, donc une façon d'utiliser les Sparkle microservices qui est assez rigolote à mon sens, hein, c'est de faire un pont, pas seulement à travers Sparkle, mais à travers des URI déréférençables. C'est-à-dire, quand je dis un pont, c'est entre vraiment le web de données et le monde des API, quoi. Si à la place d'un client Sparkle classique, mon client, c'est un navigateur qui demande à déréférencer un URI ici, ou bien c'est un CURL. Et ben en fait, je peux me débrouiller pour dire l'URL qu'on me demande là, je vais la réécrire au passage, donc je résous ça sur un serveur web, donc c'est un Apache. Je mets une règle de réécriture qui dit, bah, en fait, quand on me demande, on fait un get sur cette URL, ce que je vais faire, c'est générer une invocation de façon transparente, hein, au Sparkle microservice qui sait répondre à ça. Et un Sparkle microservice qui saurait me résoudre ça, bah, ça serait un service qui me dit, là, en l'occurrence, je suis sur Flickr, qui dit je vais récupérer une photo sur Flickr par son identifiant. Tout à l'heure, je récupérais par tag. Là, je récupère par son identifiant. Donc, je récupère cette partie-là qui est la fin de l'URL, qui est l'identifiant. J'appelle le service Flickr qui va bien, je récupère la réponse et je la renvoie de façon transparente. Et ce que j'ai fait ici, c'est qu'à travers un Sparkle microservice et un serveur web qui fait une réécriture, j'ai produit des URI déréférençables pour des ressources
qui étaient au départ dans des API web ici, et qui étaient des ressources avec des identifiants internes. Les seuls trucs externes, c'était des URL de pages web, mais ça n'avait pas d'URI, ces choses-là. Et donc, quelque part, d'un côté, là, ce que j'ai fait, j'avais un premier service qui récupérait des photos par tag. Donc ça me produit N graphes de ce type-là. Et pour chaque graphe produit, je produis un URI de photos. Ben, en fait, je peux me débrouiller pour dire j'ai un autre service qui est capable de prendre ces URI et les rendre déréférençables. Donc j'ai fait tout le travail, c'est-à-dire j'ai pas juste une interface Sparkle, mais j'ai des vrais URI déréférençables qui font que c'est comme si j'avais fait un pont direct avec le web de données. Et ces URI, je peux les lier, je peux faire des SEIMAS, je peux, enfin voilà, tout ce qu'on peut faire avec le liage de données, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois l'enjeu. Moi, il y a un truc que j'ai pas bien compris, et c'était aussi une question. Comment tu gères justement les URI dans les réponses que ton microservice envoie? Est-ce que tu es capable de générer des URI? Enfin, tu as un mécanisme pour Alors décrire ouais, c'est ça, la ça fait forme de partie du service. des URI? C'est-à-dire le service qui est là, il décide, il est conçu pour produire des URI de ce type-là avec tel et tel prédicat. Que tu paramètres? Enfin, c'est un truc que tu Ça fait paramètres? partie du construct, en fait, soit du Ok, profile.designLD. avec un constructeur, Voilà, tu fais des bindings. c'est le profile plus le construct, le profile obligatoire et le construct optionnel, qui sont faits pour construire un truc de ce type-là. Donc là, effectivement, il y a un travail qui est manuel, c'est-à-dire de toute façon, c'est pas magique. À un moment donné, pour passer de l'API à une représentation RDF, il faut bien la décrire. Et cette description, elle s'écrit manuellement à travers le profile et éventuellement le construct. Mais ça, on est bien obligé d'y passer parce que c'est aussi là qu'on fait les choix de représentation, de dire que ma photo, je vais la représenter en me basant sur schema.org et puis je prends la propriété name et content URL, etc. etc. Donc ce travail-là, je suis obligé de le faire et c'est à ce moment-là que je choisis un format pour les URI que je vais produire. Et donc, je m'arrange ensuite pour dire, ces URI, un autre service peut se charger de les rendre déréférençables. Donc, j'ai vraiment fait un travail de, comment dire, des trucs qui étaient bloqués dans des silos verticaux qui sont ces API web, parce que c'est ça aujourd'hui, ces API, c'est vraiment des silos étanches, quoi. Mais en fait, là, je commence à faire des communications, je fais des trucs transversaux, quoi, à travers ces URI déréférençables. Alors, une petite démo rapidement, du coup. Hop. Ce que j'appelle là, c'est donc une démo que j'avais développée pour comment dire, pour la conférence Tadwig il y a 2-3 ans. L'idée, c'est de se baser sur des Sparkle microservices pour intégrer des sources qui viennent de différentes API dans le domaine de la biodiversité. Donc le principe ici, je passe ça dans l'URL, je ne sais pas si vous voyez bien là. Je dis que j'ai un paramètre dont le nom, ici c'est un nom d'espèce. Donc le Delphinapterus leucas, c'est le beluga. Et à la volée, je vais aller interroger différentes API. Alors en fait, plus que ça, je vais interroger taxref LD. Donc là, c'est une source du web de données classique exposée en RDF, Sparkle, etc. Et puis, je vais interroger, en plus de ça, le GBIF. Je vais chercher des photos dans Flickr, des articles dans Biodiversity Heritage Library, les trades dans Encyclopedia of Life et des enregistrements audio dans Macaulay Library. Et le résultat, c'est une mise en forme dynamique. Donc la page web que vous voyez, elle est générée dynamiquement. Et donc ici, j'ai les observations du beluga avec la date, le nom scientifique, la date, etc. Donc ça, c'est directement récupéré de l'API GBIF. Ici, j'ai des photos que j'ai récupérées de Flickr en passant le même nom scientifique. Là, c'est les traits de vie d'Encyclopedia of Life, donc qui sont un peu bizarres d'ailleurs. D'habitude, j'avais des trucs dans les traits de vie du genre poids moyen d'un individu adulte, période de gestation, etc. Ça a un peu changé. Alors, il faudrait que je vérifie le service,
EOL fait assez souvent des modifications dans son API. Enfin, il n'empêche que je récupère des choses, je ne suis pas sûr. Bon, le niveau trophique, voilà, c'est un carnivore. Ici, ça reste bien des traits, hein, on est d'accord. Des articles qui viennent de BHL, avec le lien. Enfin, voilà, là, je clique directement, j'arrive sur l'article de BHL qui me parle de Delphinapterus, beluga. Si vous parlez l'allemand, vous comprendrez mieux que moi. Et puis, les enregistrements audio, qui normalement... Alors, je ne sais pas si vous entendez ça. Est-ce que vous entendez quelque chose là? Ouais. Un petit peu dans le fond. Bon, ok. Parce que du coup, je ne sais pas si ça... Enfin, moi, je l'entends dans mon casque, mais je ne suis pas sûr que ça repasse. Bref. Donc, ça, c'est des choses qui sont générées à la volée. Et puis, en fait, là, je montre un peu plus basiquement des triplets que j'ai récupérés. Donc, le sujet de mes triplets, à chaque fois, c'est l'URI du beluga dans TaxRef. Et puis, les triplets qui m'intéressaient vraiment, c'est-à-dire quand je lui attache des enregistrements audio, quand je lui attache des articles de BHL, des occurrences de EOL, etc. Et en fait, donc, ce que je vous disais, ces URI-là, je dis que donc, le beluga a comme enregistrement audio ce truc-là. Et en fait, si je clique là-dessus, ben ça, c'est l'URI d'un enregistrement audio chez Macaulay Library, mais en fait, à la volée, je le retransforme en RDF. Donc là, je fais un autre appel à l'API Macaulay Library. Cette fois-ci, je ne lui demande pas les enregistrements qui correspondent au nom scientifique Delphinapterus leuca. Je lui demande spécifiquement l'enregistrement audio qui a tel ID, son ID interne. Et donc ça, c'est une URI déréférençable d'un enregistrement audio chez Macaulay Library. Donc là, vous le voyez en RDF XML parce que c'est demandé depuis un navigateur web. Hein, donc dans la négociation de contenu, c'est le premier truc qui vient, mais si vous le demandez en Turtle, vous l'avez en Turtle. De toute façon, derrière, c'est Cores qui répond. Donc la négociation de contenu qui existe dans Cores, vous avez la même ici. Alors, je peux vous montrer rapidement à quoi ressemble la requête, du coup. La config pour faire ça, ouais. Alors, je vous montre la requête et je peux vous montrer ensuite la configuration. Donc, ce qui se passe dans la façon dont je génère cette page web que vous avez vue là, en fait, j'ai une requête Sparkle qui requête l'ensemble des Sparkle microservices d'un seul coup, par des clauses services séparées que je vais vous montrer. Et ensuite, la transformation en une page web, elle se fait avec STTL, donc les Sparkle templates qui ont été développés par Olivier Corby. Donc, j'ai des transformations qui disent le résultat de la requête, je récupère là-dedans ce qui correspond à des observations et j'en fais un fond de carte qui vient de OpenStreetMaps et puis je rajoute mes points là-dessus qui correspondent à ceux que j'ai récupérés puisque dans GBIF, j'ai des occurrences avec des longitudes, latitudes, par exemple. Donc, voilà ce qui s'est passé. Mais en gros, tout ça, c'est vraiment une chaîne. Je suis en full Sparkle, si vous voulez, enfin Sparkle étendu puisque j'ai STTL, mais je n'ai pas d'autres techno là-dedans. Et la requête, globalement, qui est exécutée, c'est un construct. Donc la première partie, c'est le graphe que je veux construire à partir de tout le reste. Donc là, je vous en montre une version simplifiée. Hein, mais la première, donc le contenu ici, ce sont que des clauses service. La première, elle me récupère l'URI de mon... Alors ici, c'est Delphinus Delphi, c'est pas tout à fait le même, mais peu importe. Depuis TaxRefLD. Donc là, c'est vraiment, on est dans le web de données. Et ensuite, toutes les autres clauses services, elles interrogent des Sparkle microservices. Donc ici, j'interroge un service Flickr qui me récupère des photos par tag. Et puis le tag, en fait, je le reformate parce que je sais que sur Flickr, les gens de EOL, par exemple, ils taguent toutes les photos avec un format spécial qui est taxonomie de point binomial égale le nom scientifique. Donc, je récupère toutes les photos qui ont ce format-là. Et puis, je récupère de Macaulay Library tous les enregistrements audio, etc. Donc là, je récupère vraiment comment dire,
la présentation externe de tout ce qui a été travaillé dans chacun des Sparkle microservices. Chacun, ici, j'expose des photos avec schema.org. Ici, j'expose des enregistrements audio avec schema.org, etc. À chaque fois, enfin la plupart du temps, je me suis basé sur Schema, sauf ici pour Encyclopédie of Life, où là, je me suis appuyé sur le vocabulaire Darwin Core. Mais en tout cas, tout ça, donc c'est Corez exécute pour moi cette requête, fait l'ensemble des requêtes service, des clauses service, et me construit un graphe avec tout ça. Et le résultat de ce graphe global qui contient mes photos, mes enregistrements audio, mes articles et les traits de vie, eh ben, tout ça, c'est un graphe que je peux ensuite requêter petit bout par petit bout pour générer cette page web. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé STTL. Est-ce que ça vous parle ou pas trop encore? Bah, moi, je connais le truc parce que j'avais vu Olivier le présenter, mais je ne l'ai jamais vraiment utilisé. Donc, STTL, c'est un petit peu technique, mais globalement, ça reste. Enfin, voilà, quand vous parlez Sparkle, vous parlez STTL à très peu de choses, quoi. C'est vraiment la seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit un construct ou un select, bah, la première partie, c'est un template. Et en fait, dans le template, bah, vous allez générer du code HTML au lieu de générer un graphe avec un construct, quoi. Mais tout le where, c'est toujours du Sparkle standard. C'est ça qui se passe. Alors, si je vous montre du coup, parce que je sens que vous avez envie de détails techniques, je vais vous montrer à quoi ressemble un service. C'est juste pour avoir tout ce qu'il faut écrire pour avoir ce que tu nous as montré, donc le construct, OK. Et il y a aussi du coup un... Alors, je prends le service. Chaque service, en fait, c'est un macro-service en fait que tu as créé là, une agrégation de microservices. Ouais, exactement. Donc là, je suis dans le service Flickr qui récupère des photos par tag. Donc j'ai j'ai 5 fichiers là-dedans, mais il y en a un, c'est juste un readme. Il y en a un autre, c'est un exemple de ce que je récupère de Flickr. Et donc les 3 fichiers que j'ai écrits, c'est ces 3-là. Le premier, config.ini. Alors, je vais zoomer un peu. Tac. Alors, celui-là, vous pouvez même l'oublier pour l'instant, on ne va pas en parler. Mais il y a 2 paramètres à renseigner là-dedans. Le premier, c'est un tableau des paramètres des arguments d'entrée de mon service. Donc ici, je dis mon service prend un argument qui s'appelle tags, c'est tout. Et le deuxième paramètre de mon fichier de config, c'est la requête. Donc je dis pour requêter Flickr, il faut que je fasse cette requête-là. Donc ça c'est là où j'ai été obligé de me coltiner toute la documentation de l'API Flickr pour savoir comment appeler leur truc. Alors ici, en fait, je remplace ça par l'API, par la clé que j'ai obtenue de Flickr quand je m'y suis inscrit. Et puis, le truc qui est important, c'est ça. C'est ce tags ici entre accolades, il va être remplacé par les paramètres tags qui ont été passés à mon Sparkle microservice. Et dans ce cas-là, dans ce mode de configuration, les tags ils vont être envoyés sur l'URL. Donc, on va être, il est où Flickr? C'est le premier. Alors, c'est pas exactement le même service, hein, mais peu importe. C'est la partie que vous voyez ici. Donc, l'URL de mon Sparkle microservice prend un paramètre tags égale tac, 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 tac. Donc, c'est tout ce truc-là, ce tags-là, c'est ça qui est mon paramètre tags ici et qui va être remplacé dans la requête que je soumets à l'API web ici. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de transformer la réponse à cette requête en RDF. Et ça se fait en 2 étapes. La première, donc c'est le profil JSON-LD, celui-là, il est obligatoire. Alors là, c'est le profil le plus simple qu'on pourrait faire. On pourrait même se limiter à ça. Ce que je suis en train de dire, là, c'est le profil JSON-LD le plus simplissime qu'on pourrait faire. C'est-à-dire chaque champ JSON va être résolu comme un prédicat de ce namespace. Alors, ce namespace, en fait, il n'a aucun sens. Hein. Ce n'est pas un vocabulaire existant, publié. Mais peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir un mapping direct vers ce namespace. Et ensuite, le boulot, je vais le faire dans le construct. Et dans le construct, c'est là que je dis... Alors, j'ai
le namespace que je vous montrais ici, tout ce truc-là, je le nomme dans mon construct API. Donc, dans mon where, je sais que mes photos retournées par l'API JSON, elles vont avoir un champ ID, secret, server, farm, title, owner, etc. Donc, tous ces trucs-là vont être transformés en des prédicats API:2.id, API secret, API title, etc. Et puis de là, je fais ma petite toutouille, je construis mes URI, je recolle les morceaux parce que je sais d'après la documentation que pour avoir l'URL de la photo, il faut que je crée une URL qui ressemble à ça. Ça, c'est Flickr qui me le dit, c'est évidemment pas un truc que je peux inventer. Et ensuite, je produis à partir de tout ça un graphe qui ressemble à quelque chose, c'est-à-dire qui utilise un vrai vocabulaire, schema.org en l'occurrence, qui me dit que je crée des ressources de type photographie avec un nom, un contenu, un thumbnail, format, etc., etc. Et ben là, ça suffit. Je pose ces 3 fichiers-là dans un répertoire et ça suffit, j'ai créé mon Sparkle microservice. Voilà. Et l'application, c'est celle que je vais vous montrer juste après, ils ont une appli qui s'appelle TaxRefWeb qui est destinée vraiment aux biologistes, c'est-à-dire aux taxonomistes, c'est l'appli qui leur permet d'éditer le contenu de ce qu'il y a dans TaxRef. Donc ils peuvent, je sais, non, j'ai pas pris une capture d'écran de l'appli, mais en gros c'est une appli où ils peuvent visualiser les informations qu'il y a dans TaxRef et l'éditer en disant ah ben non, ça c'est faux, en fait l'habitat de tel taxon c'est pas l'eau douce mais c'est l'eau salée par exemple. Et en fait ce que Olivier a développé petit à petit, c'est de dire ben oui, nous on a ces informations dans TaxRef mais on n'est pas sûr qu'elles soient toujours valides. Et puis, pour aider les biologistes, ce qui serait bien, c'est de pouvoir interroger les autres sources de données pour savoir ce qu'elles en disent et voir où sont les désaccords et proposer aux biologistes de dire ah ben à propos de telle espèce, Worms dit que c'est pas dans l'eau douce, c'est dans l'eau salée. Et du coup, le biologiste il dit ah oui, en fait, Worms a raison, je prends en compte cette modification. Alors, pour faire ça, l'appli qu'ils ont développée, c'est une appli web standard, et puis ils ont développé connecteur par connecteur tout ce qu'il faut pour se connecter à chacune des API. Sauf que c'est super fastidieux et c'est super difficile à maintenir parce que à chaque fois qu'ils font une API, il faut qu'ils fassent le lien avec les autres API. Enfin, c'est assez fastidieux. Et du coup, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que Olivier, son appli web, elle est quasiment fixe. Ce qu'il fait, c'est qu'il décrit des Sparkle microservices. Et je dis une cinquantaine, peut-être pas tout à fait, peut-être une quarantaine. Il doit avoir une quarantaine de services pour une vingtaine d'API liés à la biodiversité. Il récupère toutes les infos et en fait, à chaque fois, ce qu'on a fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'info taxonomique. On a produit un modèle RDF assez simple, mais qui est déjà suffisamment riche pour représenter à peu près toute l'info qu'il nous faut. Donc on récupère de chacune des API, on récupère le nom scientifique, le nom vernaculaire, l'autorité, l'habitat, le rang taxonomique, le taxon de rang supérieur qu'on met comme un Scosbroder, etc. etc. On récupère les synonymes, donc les noms scientifiques synonymes. Et ce format-là, finalement, ce modèle RDF-là, eh ben, il est à peu près suffisant pour représenter les infos qui viennent de toutes les autres sources. Donc là, c'était un premier exemple qu'on avait fait, mais ça a beaucoup évolué depuis. Hein. Donc, Worms produit des informations dans tous ces domaines-là. GBIF ne produit pas l'habitat, par contre, il produit les synonymes, le taxon parent, le rang et les noms, Fishbase, etc., etc. Donc, en fait, ce format, ce modèle-là, il permet de prendre toutes ces API, et donc même beaucoup plus maintenant, et de les aligner sur un modèle unique. Et une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à faire la comparaison. Et la comparaison, alors, dans la pratique, aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Aujourd'hui, Olivier récupère les résultats JSON et les compare les uns aux autres. Mais c'est facile à comparer puisque les résultats Sparkle, les Sparkle Results JSON ont tous le même format puisqu'on a toujours les mêmes champs et les mêmes variables dans chacun des services. Une autre chose qu'on a faite dans le cadre d'un stage, c'est de voir si on pourrait faire ce travail
c'est-à-dire l'automatiser dans une requête Sparkle. C'est-à-dire on a une requête fédérée qui interroge les services et qui, toujours en Sparkle, détecte les différences. Et c'est quelque chose qu'on a fait avec une stagiaire et qui nous a donné, alors ça c'est une capture d'écran de ce qu'on avait fait à l'époque, qui, avec des requêtes Sparkle, alors c'est des requêtes qui commencent à être un peu compliquées parce qu'en fait on va faire des soustractions, donc on va faire des minus, des... c'est quoi l'autre façon de faire de la négation en Sparkle on a les Not minus. exist. Not exist. Voilà. Et donc avec des minus et des not exist, on prend l'ensemble des, par exemple, des habitats donnés par taxref et l'ensemble des habitats donnés par gbif, on les retranche et on voit la différence. Du coup, on est capable de dire, donc ici par exemple, alors ici, voilà, on a des différences, par exemple, entre taxref et fishbase et worms. Taxref dit que ce taxon vit dans freshwater, c'est l'eau douce, alors que fishbase et worms disent que ça vit dans l'eau saumâtre. Et ça, on a réussi à l'automatiser avec vraiment de cette façon-là, c'est-à-dire une requête fédérée qui est capable, ou en fait c'est 2-3 requêtes fédérées qui sont capables de récupérer l'ensemble des informations et de faire les distinctions. Alors c'est pas forcément le plus facile parce que là on rentre dans des requêtes Sparkle un peu techniques. Donc c'est pour ça que du coup Olivier, qui est malgré tout pas quelqu'un qui est familier des technos web sémantiques à la base, c'est pas cette approche-là qu'il a choisi. Il a choisi l'approche de récupérer les résultats Sparkle de tous les services et de faire le travail dans son appli. Mais il n'empêche que ce travail est hyper simplifié par rapport à ce que c'était au départ, quoi. Je me demandais dans quelle mesure les Sparkle microservices permettraient justement de stocker l'information. Là, tu utilises Corez pour faire une espèce de stockage temporaire Ouais. de tes résultats. Mais si on substituait Corez et qu'on mettait une base un peu plus persistante, est-ce que… Alors, c'est tout à fait faisable. Et alors, je l'ai fait au moins pour une chose qui s'appelle Open Covid. Voilà. Open Covid-19 FR, c'est un site, enfin, c'est un projet qui recense l'ensemble des chiffres de la Covid en France et qui met ces chiffres à jour tous les jours. Donc les chiffres, c'est nombre de cas hospitalisés, nombre de cas en réanimation, nombre de morts, nombre de cas guéris, etc. etc. Il donne les statistiques par région, par département et au niveau national. Et ils font ça depuis le début de la pandémie, en fait. Donc tous les jours, il y a un gros fichier JSON qui est mis à disposition. Et en fait, j'ai fait un Sparkle microservice là-dessus. Alors, là, pour le coup, c'est un truc qui ne prend pas de paramètres. Parce qu'en fait, ce qu'ils mettent à disposition, c'est vraiment un pur fichier de JSON. Il n'y a pas de. C'est pas une API web, c'est vraiment un fichier qu'on télécharge. Il n'empêche que, en termes de taille, ça suffit aujourd'hui, ça tient la route, c'est-à-dire tous les jours, j'ai un Sparkle microservice qui requête ce truc, transforme le résultat en RDF et le stocke dans Virtuoso. Et du coup, si je prends, alors on est en 2021 là, 02, on est le combien on est le 23, donc je vais prendre il n'y a peut-être pas les chiffres du 22, on va prendre le 21. Non, 21, il n'y a pas encore. Le 20, voilà. Donc ça, c'est l'URI qui est en bas, là, c'est l'URI que j'ai affecté aux observations pour le département des Alpes-Maritimes le 20 février 2021. Et là, en fait, j'ai suivi le vocabulaire qui existait, qui avait été mis à jour chez schema.org pour l'occasion, avec le nombre de morts, le nombre, etc. etc. Et du coup, ce truc-là, je le fais tous les jours. Donc, c'est vraiment… Enfin, voilà, c'est une des approches possibles. Je le fais tous les jours et je le charge dans un Virtuoso. Et donc, on pourrait après attacher à ça, faire des visus avec l'outil d'Olivier, c'est ça? Tu tombes bien. Ta question tombe très bien. Du coup, je vais en arriver là. Tant que ça se charge. Mais en gros, j'ai un notebook qui interroge ce graphe qui est dans non, pas dans Corez, justement, dans Virtuoso. Un notebook Jupyter? Ouais. Non, ouais. Ouais, c'est celui-là.
Donc là, vous voyez que mon endpoint, c'est le COVID on the Web, qui est le projet. Je ne sais plus si on vous avait parlé de ce projet. Fabien a dû vous en parler quand même de ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet. Donc j'héberge ça sur le même endpoint. Vous voyez. Ma requête, hein, c'est la requête Sparkle qui récupère des special announcements. Donc c'est le terme qui avait été proposé dans schema.org pour faire des annonces liées à une pandémie, la pandémie de Covid-19 en particulier. Je récupère la date, je dis que je suis intéressé par celle qui couvre le département 06 et je veux avoir les statistiques en termes de nombre de décès, nombre d'hospitalisations et nombre de cas en intensive care, Soins intensifs. Soins intensifs, Ouais. merci. Tac. Je lance et voilà, là j'ai le résultat avec le nombre de morts, d'hospitalisations et de nombre de cas en soins intensifs depuis le début de la pandémie. Voilà. Donc ça c'est le graphe, je tape sur le graphe qui a été sans doute généré ce matin. Il y a un travail qu'on a fait sur l'idée de pouvoir découvrir des services. Je ne sais pas si vous aurez des cas d'utilisation pour ce genre de choses. L'idée c'est de se dire, si on imagine qu'un jour, plein de gens qui publient des API web vont publier des Sparkle microservices au-dessus des API web, enfin eux ou d'autres gens d'ailleurs, comment est-ce qu'on pourrait découvrir ces services, à part en connaissant les personnes qui publient le service, comment est-ce qu'on peut les trouver? Et en fait, on a produit une façon de faire qui permet de les découvrir tout simplement à travers un moteur de recherche. Donc l'idée, c'est que si on veut découvrir un service ou un dataset, il faut une page web qui va être indexée par un moteur de recherche et idéalement indexée en utilisant du vocabulaire structuré type schema.org. En fait, il y a une des options de configuration dont je vous ai juste un tout petit peu parlé là, c'est que au lieu de décrire le service avec un fichier config.ini, en fait, on a un mode un peu plus évolué qui utilise Sparkle Service Description, qui est donc une recommandation dans l'ensemble des descriptions des recommandations Sparkle, qui est une façon de décrire un endpoint Sparkle avec ses caractéristiques, quelle est la version de Sparkle qui supporte, quels sont les types de requêtes et les types de résultats qui s'est négocié, etc. Et en fait, à partir de cette description, on peut générer une page web. Et cette page web, on lui intègre dedans des annotations au format schema.org. Et du coup, ça, c'est indexé par un moteur de recherche. La transformation ici... Comment? Non. Okay. La transformation ici, depuis le graphe qui décrit le service vers la page web, ça, c'est à nouveau, c'est du STTL. Donc, on est toujours dans du Sparkle avec Corez. Et en fait, aujourd'hui, si vous faites sur Google, vous cherchez ça, photo, tag Sparkle, alors là, avant, on tombe dessus, c'est le service que je vous présentais en exemple, là, le service de Flickr qui cherche des photos par tag. On le trouve, mais il faut quand même aller à la deuxième page, etc. En fait, maintenant, si vous regardez sur le Google Dataset Search, c'est le premier résultat de la première page. Voilà. Et ça, vous tombez sur notre service ici, sur sparklemicroservices.org, c'est le service, c'est l'endroit où on l'héberge. Et la raison, c'est que on remarquera que le premier lien sur Google, c'est l'ontologie NightTag faite par Freddy et Alex Mon. Je ne connaissais pas. Ah ouais. Oh putain, j'avais pas vu NightTag. Et par qui tu as dit? Extra. Par Freddy, qui est là, et Alexandre Monin, qui était un résident à Wimix aussi. Ouais, d'accord. Ouais, je savais pas si elle arrive en premier, chapeau. De la deuxième page. Ah oui. Je suis sur la deuxième page, mais quand même jamais que la deuxième page de Google, c'est quand même pas mal. Et donc, ce que je vous disais, là, vous voyez, quand j'interroge ici cette URL, là, c'est l'URL où j'héberge mes Sparkle microservices d'exemple. En fait, la page que vous voyez, là, c'est un index des Sparkle microservices hébergés sur ce endpoint. Et en fait, cette page, elle est générée à la volée. Je requête
Corez pour savoir l'ensemble des services qui sont hébergés localement. Je récupère la description de chacun des services et je génère une page web à la volée. Et si je vais sur la page web alors, qui correspond à donc le service que j'ai cherché, là, qui était celui qui recherche des photos sur Flickr par tag, c'est Get Photos by Tag, celui-là. Là, c'est pareil. La page web que vous avez ici, c'est une page web qui est générée dynamiquement en STTL à partir du graphe de description. Je génère une petite API, une petite interface qui me permet de tester le service. Qui devrait répondre? Voilà, il a répondu. Si vous interrogez la même URL en demandant d'avoir un contenu RDF, bah, vous aurez le graphe RDF qui décrit le service directement, que vous retrouvez aussi à cette adresse-là. On a le service description, donc ça c'est le graphe de description. Et puis en fait, on a aussi un truc supplémentaire que je ne vous ai pas décrit, mais qui est, on peut associer à un service un graphe shackle, donc un shapes graph, qui décrit les graphes générés par ce service. C'est-à-dire, shackle, on l'utilise généralement a posteriori pour valider qu'un graphe respecte bien quelques contraintes. Ici, c'est l'inverse. On le prend dans l'autre sens, c'est-à-dire on dit les graphes produits par ce service respectent par construction ce graphe shackle, ces contraintes shackle. Vous voyez l'idée? Et ça, c'est une façon qui pourrait être utilisée, par exemple, pour faire de la composition de services. J'avais fait un petit proto là-dessus, où en une requête Sparkle, j'ai arrivé à composer 2 services parce que j'arrivais à voir que leur description Shackle était compatible, par exemple. Bon, c'était vraiment juste un prototype, c'était basique, hein, mais l'idée, elle est là. Pour revenir à ce que je disais sur le fait qu'on découvre maintenant ce service sur Google Dataset Search, ben en fait, en plus de générer, enfin, dans cette page web, ce que je génère, c'est pas juste la page web, mais je génère ici un bout de JSON-LD qui est aligné sur schema.org et qui dit que ce truc-là, c'est un dataset. Alors en fait, c'est une façon un peu bizarre de le décrire, mais je ne dis pas c'est un service, je dis c'est un dataset qui est accessible à travers un Sparkle Endpoint. Donc c'est pour ça que du coup, je le trouve sur Google Dataset Search, parce que techniquement, c'est un service. Il n'empêche que c'est un service qui donne accès à un dataset. Enfin, l'idée, c'est un espèce de trick un peu de la façon d'annoter. Mais bon, voilà. Donc, je ne vais pas plus là-dessus parce que je ne suis pas sûr que ça soit le cœur de vos préoccupations, mais c'est une façon de faire. Si jamais vous avez des questions, après, j'ai un peu plus j'ai des diapos de backup sur comment on décrit le service en RDF, du coup. Mais globalement, l'idée est la même que celle de la description avec un config.ini, c'est juste un peu plus riche et un peu plus élaboré, quoi.